por estar con nosotros. Y bonjour y good morning to everybody. Thank you very much for being with us. And I let you in excellent hands of Samuel, who is going to moderate this session. Well, nothing else to add. I am just helping Samuel if there is any questions in the chat that you can see, I can pass it to you. Muchas gracias, Roberto. Thank you all for being here. Merci beaucoup d'être ici. Je vais parler la plupart en espagnol. Je profite que cet événement à l'origine soit dans un très beau pays qui parle l'espagnol. Donc, je vais continuer à parler en espagnol. Et parmi les expositeurs, il va y en avoir 3 qui... Mais on peut utiliser d'autres langues si vous voulez. Merci tout le monde d'être ici. C'est un honneur pour moi d'aider cet événement. Et je ne le dis pas parce que vous m'écoutiez, mais je le dis aussi. Et c'est un sujet qui m'en occupe depuis longtemps, les finances pour le développement de l'économie solidaire. Nous avons aidé avec l'OIT dans un très beau projet qui analysait une série de pays ou des systèmes pour voir comment trouver des bonnes pratiques, comment faire des recommandations pour que ces écosystèmes innovants aient un meilleur flux financier vers ces acteurs de transformation qui sont l'économie sociale. Et je travaille aussi sur un projet pour l'Union européenne dans les pays du nord de l'Afrique, pour voir comment cela peut être combiné. Ça s'appelle Finance d'impact pour la promotion de l'économie sociale dans des pays qui sont dans une situation délicate comme la Palestine. Mon travail va être de faire une première intervention. J'ai demandé aux autres expositeurs de faire des interventions courtes pour laisser à la fin un échange. Parce que c'est vrai que c'est long et si les gens ne s'ennuient pas, comme on passe tellement de temps devant l'écran, j'espère qu'il y ait après un échange avec le reste des participants aussi. Et c'est là, après toutes les interventions. Après avoir dit cela, je vais essayer de ne plus parler. C'est difficile pour moi parce que je vais essayer de dire des choses qui ont du sens. Parce que je commence à parler, ma tête va partout, donc c'est difficile pour moi de trouver. Alors, on va commencer par ce que j'ai toujours aimé dire. J'aime toujours la métaphore de l'écosystème qui s'utilise de plus en plus. Dans plusieurs domaines, on utilise l'écosystème comme un premier pas pour complexifier l'analyse de la réalité. Et ce pas, c'était, au lieu de penser qu'on est 2 ou 3, on va penser qu'on est plus, 6, 7, on va ajouter des blocs, on va ajouter des acteurs. Mais cependant, cela peut être aussi utilisé comme quelque chose de mauvais. En biologie, par exemple, la biologie nous propose d'autres éléments, des intangibles, des choses qui sont présentes dans les écosystèmes, la lumière, etc. Pour nous, ce qui est présent dans un écosystème, quelque chose
qui est plus présent pour une série d'acteurs, comme les communautés sociales solidaires. Cela peut se référer à la religion, à l'histoire passée de ce territoire ou de cette communauté, ou cela peut être aussi les changements vers un modèle démocratique, comme on a vu dans nos analyses, que cette volonté, cette énergie qui vient de ce modèle démocratique encourage le développement d'initiatives qui sont démocratiques, comme l'économie sociale et solidaire. Depuis la perspective des finances, l'idée est comment savoir si ces écosystèmes vont amener les flux des finances vers ces acteurs qui sont transformateurs afin de trouver un écosystème plus bénéfique, non pas pour l'économie sociale et solidaire, mais pour un entourage plus où le bien-être de la communauté, des personnes qui en ont le plus besoin ou qui sont les plus exclues ou qui sont dans des situations difficiles, que ce bien-être soit mieux. Ça, ce n'est que de l'innovation sociale. Ce n'est pas des gens qui font de nouvelles choses. On sait qu'il faut travailler le travail de toujours, faire les choses de toujours. Et nos structures qui jouent un rôle fondamental. Ce sont des choses qu'on ne considère pas innovantes. Ce sont des choses que les personnes qui soignent les personnes handicapées ou qui ont des problèmes, etc. C'est mettre en valeur l'économie des soins, dont on commence à parler un peu plus, et comment faire que ces flux aillent vers ces acteurs à travers des barrages. Et ce sont les derniers points dont je vais parler. Les barrages peuvent être des gros barrages construits par les acteurs les plus forts, comme le public. Et ces barrages peuvent être, et on va les voir, la création des fonds des travailleurs, les fonds des travailleurs de Québec, instaurés avec une collaboration entre syndicats, des grands acteurs et acteurs publics qui dédient ces fonds. Dans les années 80 et 90, la création des années 80, on peut le voir comme d'autres cas qu'on verra aussi en Équateur, la création des fonds, ou pour ceux qui aiment les coopératives et les écosystèmes coopératifs, la loi Marcora en Italie dans les années 80, ce qui aide qu'aujourd'hui, il y a un conglomérat de bénéfices sociaux. Alors, mais il peut y avoir aussi des barrages artisanaux faits par des animaux et cela dépend de l'écosystème. Un barrage artisanal peut être la coopérative COP 57 en Espagne, qui est née d'une lutte syndicale contre un licenciement collectif ou les fonds de garantie multiples, où il y a une participation avec une partie de l'argent. Et bon, je reste là avec cette introduction où je peux voir un écosystème un peu plus sympa, construit sur la base d'un barrage, construit par des acteurs ou des actrices de cet écosystème. Avec cela, j'ouvre la parole si vous voulez faire des commentaires ou vous avez des doutes. Sinon, pour demander la parole, je ne sais, il y a la main. Sur Zoom, vous pouvez lever la main. Et sinon, sur le chat, vous écrivez, vous dites que vous avez l'intention de demander ou sinon, directement. C'est difficile. On passe directement à notre collègue. Et pendant ce temps, sûrement, il va y avoir des choses, des idées ou des commentaires. On attend un moment. Alors, on commence. On va essayer de commencer
si vous me permettez, par avoir une idée depuis l'Est à l'Ouest, je commencerai. J'avais dit qu'il va y avoir un autre ordre, alors je vais le maintenir. Pardon. Je vais laisser le tour à Geneviève Morin, qui vient du Nord, de Québec, pour expliquer un écosystème et une organisation assez intéressante. Geneviève, à vous la parole. Merci, Samuel. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Moi, je viens vous parler de Fonds d'action, qui est un fonds de travailleurs créé à l'initiative d'un important syndicat du Québec, la Confédération des syndicats nationaux. Fonds d'action, à la base, c'est le regroupement de l'argent des travailleurs qui reçoivent, eux, un crédit d'impôt gouvernemental qui les encourage à épargner pour leur retraite. L'argent est recueilli par retenue sur le salaire dans plus de 2000 milieux de travail. Et cet argent qui est recueilli par Fonds d'action, il est investi dans les entreprises du Québec dans le but de créer une économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. Fonds d'action a 25 ans cette année. On a atteint 2,5 milliards de dollars sous gestion avec 177 500 actionnaires. Donc, on est une formule, une corporation qui a des actionnaires, mais on est avec 177 500 actionnaires qui ont chacun de petites participations. Donc, on parle de propriété collective. D'autant plus que cette propriété collective-là, elle est préservée aussi par le lien avec la Confédération des syndicats nationaux, donc le syndicat. La CSN désigne 5 des 15 membres du conseil d'administration. Donc, elle joue le rôle de l'actionnaire de référence. Elle est essentielle également dans toute la partie de la levée de fonds. On n'a pas le droit, nous, de payer des gens pour vendre des actions de fonds d'action. C'est un réseau de responsables fonds d'action dans les différents milieux de travail qui font la promotion auprès de leurs collègues de l'importance d'épargner pour la retraite. Ça fait de Fonds d'action un outil important de démocratisation de l'épargne pour la retraite, d'autant plus qu'avec le crédit d'impôt, le montant, le coût pour les personnes est très bas. Donc, les gens payent 700 $ pour en économiser 1000. Et quand ils le font dans un régime enregistré d'épargne retraite, à l'abri de l'impôt qui existe ici pour la retraite au Canada, ça revient même autour de 300 $ pour accumuler 1000. Pourquoi la CSN a fait ça? Ben, c'est un outil et la CSN en a créé plusieurs. Elle a voulu créer avec Fonds d'action un outil qui sert à transformer l'économie. C'est un partenariat. L'outil a été créé grâce aussi au rôle du gouvernement qui lui offre ce crédit d'impôt qui à la fois, bien sûr, incite les gens à épargner, mais aussi qui compense pour un manque de liquidité. Parce que le gouvernement, de l'autre côté, oblige Fonds d'action à investir au moins 65 % de son actif dans des entreprises non cotées en bourse. Donc, des actifs qui ne sont pas liquides, dans lesquels on ne peut pas sortir quand on veut. On doit planifier éventuellement la sortie dans l'entreprise. Et donc, ça engendre un certain enjeu. Mais ce que ça fait surtout, c'est que ça crée une organisation qui est orientée sur le plus long terme. Les gens épargnent pour leur retraite et non pas pour des besoins plus court terme. Et de l'autre côté, on investit dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, donc qui ne vivent pas nécessairement le rythme trimestriel. Et donc, ça fait de nous un investisseur qui a une perspective de long terme, en plus d'une préoccupation pour le bien commun, puisqu'on origine, on a les valeurs syndicales et on a cet actionnariat collectif et diversifié. Alors, on investit environ 250 millions dans l'économie québécoise à chaque année.
dont une forte proportion dans les entreprises d'économie sociale solidaire ou dans des projets qui sont aidants pour l'environnement. On crée plus de 50 000 emplois par année. Et peut-être que dans une prochaine intervention, je vous parlerai plus spécifiquement justement de notre activité d'investissement. Merci Geneviève. Gracias. Encore du temps si vous voulez dire d'autres choses. Sinon, je laisse le temps pour des interventions. Et s'il n'y a pas d'interventions, je voudrais vous demander. Muchas gracias. Merci de votre intervention. Après, je vais vous demander quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter des commentaires? Dans ce cas, je voudrais... Je vais le dire en français pour que tout le monde comprenne. Je m'excuse. En tout cas, je vais le faire comme ça. Fonds d'Action, c'est l'un des fonds travailleurs au Québec, mais vous avez été aussi fondamental dans la création d'un écosystème depuis les années 90, quand les chantiers de l'économie sociale ont commencé, quand d'autres initiatives ont commencé. Et je voudrais savoir votre opinion, votre avis sur les rôles que Fonds d'Action a, vous expliquez dans des mots, sur les rôles que vous avez eus dans la création de ces écosystèmes financiers, parce qu'il est un écosystème intéressant au Québec. Ouais. Et si vous pouvez dire aussi la relation avec cet réseau des acteurs qui sont partout le Québec, parce qu'ici, on parle d'une province qui est très large, et avec une population qui n'est pas très large. Bon, pour le Canada, c'est grand, mais pour les pays, vous avez... OK. Vous avez entendu, Geneviève? Oui, oui, tout à fait. Oui. Effectivement, en fait, Fonds d'Action, dès son origine, a dit nous, on veut contribuer au développement d'une économie où il y a davantage de participation, où il y a une démocratisation, et notamment à tout ce qui est économie sociale. On est né en 96, c'était un thème important. Donc, on s'est tout de suite associé, je veux dire, le deuxième investissement qu'on a fait était dans une coopérative de travailleurs. Et à l'époque, c'était intéressant parce que les gens de l'autorité des marchés financiers qui nous vérifiait nous a dit, mais ce n'est pas une entreprise, vous avez investi dans une coopérative et non pas dans une entreprise, vous êtes censé investir dans des entreprises. Donc, il a fallu expliquer, faire de l'éducation. Mais donc, oui, on a eu l'opportunité, on a travaillé avec l'autre fonds de travailleurs d'ailleurs et avec un outil gouvernemental appelé Investissement Québec à la mise en place et de l'appui du gouvernement fédéral par une subvention à la mise en place d'un outil extraordinaire qui s'appelle la fiducie du chantier de l'économie sociale. Cette fiducie-là, elle offre des financements qui sont un peu l'équivalent du capital action donc, on fait un prêt pendant 15 ans sans aucun remboursement de capital. Avec seulement la partie intérêt qui est payée, donc un peu de rendement. Ce qui est rendu possible uniquement parce que justement, on a cette structure, cette vision à plus long terme, cette préoccupation pour l'intérêt collectif. Et ça a permis le financement de centaines et de milliers d'entreprises partout au Québec. Le chantier de l'économie sociale, qui est le partenaire créateur de cette fiducie-là, a il y a des organisations dans chacune des régions du Québec qui peuvent remonter les outils. Du côté de Fonds d'Action, on a également créé un outil qui s'appelle Filaction, qui, lui, fait des investissements de beaucoup plus petite taille. À Fonds d'Action, nos investissements commencent autour de 500 000 $. Donc, quand on est dans l'économie sociale solidaire, souvent, c'est trop élevé pour les besoins de certaines de ces entreprises-là. Donc, pour
permettre la naissance et le développement d'un écosystème, on a mis en place également Filaction, qui offre aussi des systèmes d'action et de prêt. Donc, on a développé au Québec ces différents outils financiers-là qui se complètent et on le fait de façon consciente, c'est-à-dire qu'on s'est regroupé, puis on s'est demandé, OK, c'est quoi les besoins, puis toi, tu prends ce bout-là, puis moi, je prends ce bout-là, puis moi, je suis mieux organisée et on l'a structuré. Alors, c'est effectivement un très beau succès. S'ajoute à ça également des organisations qui sont, elles, qui interviennent en termes de support conseil auprès des entreprises, dont une organisation qui s'appelle MCE Conseil, qui a aussi été créée par la Confédération des syndicats nationaux et qui est donc un partenaire privilégié de fonds d'action dans ces interventions. Alors, MCE peut aussi aider les entreprises à développer leur plan d'affaires ou les accompagner dans des moments particuliers de leur vie. Gracias, Geneviève. Cada vez que escucho la experiencia de Québec, gracias, Geneviève. Merci Geneviève. À chaque fois que j'écoute l'expérience de Québec, j'ai beaucoup d'affection et à chaque fois que j'entends l'expérience, je vois de nouvelles choses. Profitez-en donc pour poser des questions parce que je pense que vous pourrez découvrir, si vous ne connaissez pas encore, des éléments intéressants avec de cette très riche histoire qui a déjà 25 ans. On va faire un saut maintenant et du riche nord, on va aller au beau sud qui est aussi riche pour d'autres choses aussi. Et nous allons voir l'intervention de M. Gabriel Suarez qui nous disait qui allait parler de l'articulation des territoires et de quelques sujets intéressants qui vont complexiser, qui vont faire plus complexe ces discours que l'on démarre sur les finances et de l'économie sociale et solidaire. Merci Samuel. Bonjour à tous et à toutes. En premier lieu, je veux remercier l'ADEC et l'OIT. Je vois M. Di Meglio. Merci de l'invitation. À mon appartenance, la Royauté, je vais essayer de parler depuis mon appartenance institutionnelle, qui est l'Université nationale de Villa Maria. Ma réflexion ne va pas être sur un cas, mais je pense que je vais essayer de parler en termes de quelques éléments pour réfléchir sur les territoires, l'économie sociale et les écosystèmes de financement. Tout d'abord, je vais prendre ta métaphore, Manuel Dedic, de barrage. Je l'ai trouvée très intéressante. De barrage artisanal, un barrage plus robuste, plus solide. Je vais ajouter un élément que je trouve très intéressant, surtout si on pense au cas de l'Argentine, que nous pouvons parler de intermittence et des constructions artisanales et intermittentes. Ça, c'est la clé du temps. L'expérience du Québec, ça, c'est l'enjeu de l'expérience du Québec. 25 ans et penser des investissements à long terme. Je trouve là un terme clé pour réfléchir, un élément clé en termes de la temporalité. Nous voulons apporter un élément qui nous semble important pour le demandeur de finances. Et depuis l'université, nous travaillons sur 3 éléments que je trouve importants. La réflexion sur les trajectoires productives. L'idée est penser les trajectoires productives, les constructions des réalités des territoires qui impliquent des trajectoires. Le deuxième élément nous semble que l'articulation d'acteurs, l'expérience canadienne nous montre ça. Et là, je trouve qu'il faut construire
Il faut construire encore plus que de barrages artisanaux. Le défi devait être quelque chose de plus important. Et le troisième élément, c'est quelques chercheurs ont parlé de la logique du patron caché, que les producteurs de l'économie sociale vont au monde des finances. Et là, il y a une relation d'appropriation de la valeur et justement, c'est cette logique d'analyse du patron caché. C'est ce qui a interpellé la construction des propositions de financement solidaire. Je pense que cette logique qui doit être visibilisée, le non-accès aux finances, et une autre donnée qui n'est moins importante, c'est la logique de la rente immobilière. Et il y a deux endroits où ce patron caché apparaît. Dans cette première intervention, et pour respecter le temps accordé, mettre en jeu trois questions. Une, le besoin d'un écosystème, comme on disait tout à l'heure, comme Manu le disait, d'un écosystème qui travaille les microfinances à partir d'un diagnostic des patrons cachés, à partir que cette proposition soit orientée et mette en valeur les trajectoires productives. Ce n'est pas moins important pour renforcer les systèmes territoriaux. Et le dernier, la consolidation d'articulation à long terme. Et là, je trouve un troisième élément à mettre en jeu, associé à cette première intervention, de mettre, avec ma participation, mettre certains éléments de l'université, de la réflexion académique, pour faire mon apport à cette conversation. Je fais juste 5 minutes. Je n'ai pas dépassé mon temps. Parfait. Moi, je pense que nos participants sont très timides, les hommes et les femmes. Je vais continuer à poser des questions et des commentaires. Je vois que les introductions sont très intéressantes et faciles. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Ce n'est pas un sujet de contenu, mais surtout de forme. L'université, c'est de l'analyse, mais aussi, plusieurs fois, c'est de la formation, de l'accompagnement. C'est ce moment de réflexion. Comment voyez-vous, Gabriel, et il y a quelqu'un d'autre qui demande quelque chose là-dessus. Comment voyez-vous ce rôle au-delà de simplement l'analyse et l'exposé dans des instances comme celle-ci? Il y a une espèce de chercheurs militants. Est-ce qu'il y a un rôle pour l'université aussi, qui sont les organisations de construction de l'écosystème, de représentation? Nous pouvons répondre. Il y a deux réponses. Il y a une université engagée, oui, dans quelques groupes. Nous avons pensé que l'université doit être N+2, chercheurs et développement. Des secteurs de l'économie sociale devraient nous transformer dans un apport de capacité, de compétences. Et je vois que dans la salle, il y a l'un des directeurs d'un organisme d'économie sociale en Argentine. Nous articulons avec eux un séminaire où coopérativisme et mutualisme à échelle territoriale. Et pour nous, c'est un lieu de rencontre. Et donc, cela peut apporter beaucoup, connaissent d'autres, mais il n'y a pas une interaction. Ce que nous faisons, c'est réunir 4 protagonismes
quatre acteurs pour converser, pour discuter, pour raconter leur expérience. Le rôle de l'université doit être de faire les premiers liens, rapprocher et s'engager dans la circulation de l'information et les connaissances. Je vois que les gens commencent. Déjà, il y a une question très spécifique. Est-ce que tu peux parler sur les trajectoires productives? Oui, voyons. Je pense que là, ce qui est essentiel, c'est cette idée de l'intermittence, cette idée qui me vient à l'esprit justement, parce qu'il faut penser en Argentine. Et à quelle région de l'Argentine, avec beaucoup de petites et moyennes entreprises, avec beaucoup de trajectoires productives, et que justement l'accompagnement d'un système de microfinance doit reconnaître fortement les trajectoires pour faire l'essor de productivité. Alors on pourrait penser qu'un système ou un bon barrage devrait identifier les trajectoires pour les renforcer. Donc l'idée des territoires, de la production est clé, sans laisser de côté les besoins de la génération permanente de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Mais je trouve que les systèmes productifs comme l'argentin, avec des trajectoires des familles, de petites et moyennes entreprises de production, c'est l'un des éléments à prendre pour la conception d'un bon barrage. Je vois qu'il y a deux autres questions. Je ne sais pas si elles sont pour le professeur. L'une d'elles, c'est en anglais, l'autre d'Anita, et ensuite une autre de Gustavo en espagnol. On a donc plusieurs questions. Comme je vois que vous me permettez que parfois je vais faire des interventions. La plupart des questions, c'est pour Gabriel, peut-être. Celle des territoires, comment les territoires peuvent avoir... On répond à la question et on va passer à l'autre intervention. Et on va essayer après de répondre les questions plus générales. Gabriel, est-ce que tu peux répondre? Ça ne va pas être facile, mais je vais essayer. L'autre jour, l'un des panels dont je parlais justement, on analysait en Argentine du système coopératif mutuel à 3% du système financier. Je trouve qu'il y a une question intéressante du système coopératif mutuel, c'est sa dispersion territoriale. Je trouve que impulser le secteur, penser à la possibilité d'améliorer ce pourcentage, ces possibilités, il faudrait voir comment, mais clairement, à l'aide d'une politique d'accompagnement, peut-être jusqu'à couvrir les taux, c'est comme ça qu'on gagne plus de capillarité de la possibilité. Il y a un grand défi là-dessus. Comment obtenir l'épargne locale pour qu'ils ne partent pas pour les centres urbains? C'est un défi très important parce que justement notre système financier implique, c'est une grande concentration, 8-10 banques dans le système argentin et nous n'avons pas d'autres barrages importants. Les systèmes coopératifs mutuels seraient les plus importants dans ce sens, mais aussi avec la participation minoritaire. Je trouve que là, il y a une construction ou un défi de construction. Merci, professeur. Je voudrais ajouter, maintenant que l'on fait une analyse des pays du Liban, le Maroc, c'est un des éléments qui est venu. C'est une analyse depuis la perspective des investisseurs. Et il y a un des éléments qui les plus problématiques, c'est le deal flow, c'est le flux des négoces d'affaires que l'on peut faire à travers les investisseurs. Ce concept de trouver qu'il y ait un flux de possibilités d'investissement pour les investisseurs qui soit assez durable, de qualité, etc. Au fond,
c'est le résultat de beaucoup d'autres éléments. Il faut voir les problèmes du risque, et là, on voit les fonds de garantie, dont Javier va parler tout à l'heure. Il y a d'autres acteurs de soutien. Si je fais une coopérative et il n'y a personne pour aider à payer une petite quota parce que je dois aller avec un spécialiste, je dois aller voir un spécialiste pour payer les impôts et c'est beaucoup plus complexe ou plus difficile que pour un PME normal. Donc, j'ai besoin de ce système de soutien et j'ai besoin aussi qu'il n'y ait pas de mauvais barrages, mais réglementaires, qu'il n'y ait pas de problèmes de canalisation des fonds vers, par exemple, des entreprises non lucratives, comme Geneviève le montrait. On ne peut pas investir dans une entité qui ne soit pas une entreprise parce qu'on pensait que les coopératives ne l'étaient pas. Je ne l'ai dit, mais il y avait un barrage qui était d'un autre type. Donc, il y a beaucoup d'éléments et ce sont des questions très difficiles. On va passer à Indiritu. Nous allons faire le saut vers un autre continent, un très beau continent. Dernièrement, il m'implique de plus en plus. Je m'engage de plus en plus. Je vais commencer à parler en anglais. Je m'excuse. Kenya est un très beau continent, et Kenya est un très beau pays, l'Afrique est un très beau continent, et plusieurs fois, ce lieu est apparu quand j'étudiais et c'était une source d'inspiration, mais aussi quant aux grandes bonnes pratiques. C'est pour moi c'est un plaisir pour moi d'avoir un expositeur de ce très beau pays. Je vous donne la parole. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Merci. Bienvenue. Bonjour depuis Munich, depuis le centre même du Kenya. Je voudrais contribuer, Samuel, avec cette discussion en termes des écosystèmes, en disant qu'ils puissent financer des innovations. Je crois qu'en général, au Kenya, il s'agit plutôt d'une question d'argent. Comme vous le savez déjà peut-être, 75% des emprunts bancaires ou générés par le secteur bancaire utilisent des plateformes mobiles. Ceci permet non seulement ces grands mouvements bancaires, mais aussi les petits emprunteurs puissent avoir accès à des emprunts avec des portefeuilles électroniques ou d'autres moyens électroniques de financement, simplement en utilisant leur téléphone. Et ceci, d'une façon très importante, a augmenté l'accès au financement et la pénétration des services de financement. Aussi, si nous pensons aux récentes affaires de la COVID-19, toutes les transactions nécessaires pendant ces moments qui ont été générées depuis le commerce électronique, elles ont modifié ce contexte. Je crois que ce qu'on peut offrir, c'est cette possibilité d'utilisation de l'argent mobile et pouvoir faire des paiements. Maintenant, il y a une gamme beaucoup plus vaste de services financiers que nous pouvons utiliser depuis ces plateformes. Bien sûr, il y a des systèmes traditionnels et certaines constitutions qui aident que tout cela améliore et fonctionne. De différents bureaux, etc., qui nous aident à faire ces transactions.
en temps réel. Même ceci a permis beaucoup de choses. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, peut-être comme 40-50% des transactions économiques sont réalisées avec de l'argent mobile. Je crois que l'écosystème qui entoure tout cela a démontré qu'il est très utile. Et avec beaucoup d'acteurs comme ceux avec qui nous avons parlé, Caroline, avec qui nous parlions de l'affaire de la solidarité des coopératives, moi, à mon avis, et depuis le point de vue du Kenya, les coopératives sont formées autour d'un rassemblement commun. Quand nous parlons d'un environnement similaire où nous partageons des produits similaires, dans ces cas, la solidarité travaille comme des bonus communs. Et je pourrais dire que différents membres de la coopérative peuvent garantir ces transactions, ce type de système où les différentes valeurs s'échangent de cette manière. Je crois que jusqu'ici, j'arrive jusqu'ici et je suis prêt à répondre les questions du reste des orateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est génial que tu aies pu répondre aux questions que nous avions reçues avant et que tu les aies répondues maintenant. Maintenant, je voudrais recevoir une question de Gustavo liée aux impôts. Et comme tu es ici, je vais profiter dans ton rôle de représentant élu. Je vais traduire la question. Comment pouvons-nous retenir des ressources d'impôts dans le territoire afin de pouvoir éviter que depuis le niveau fédéral, ces ressources puissent être prises, les ressources produites dans le territoire même. Ça, c'est les questions de Gustavo d'avant. Est-ce que tu as compris l'idée? Oui. Merci Samuel et Gustavo. De mon point de vue, je n'ai pas une bonne réponse, une réponse adéquate. Il y a cet aller-retour entre les grands acteurs des régions en parlant toujours des impôts, n'est-ce pas? On essaie toujours de définir dans la Constitution qui peut définir les impôts, mais dans les différents secteurs et dans les différentes juridictions qui sont entreliées et qui sont décentralisées, il y a des discussions sur les différentes activités dans un secteur que le gouvernement national et le gouvernement local sont responsables. C'est la même chose qui se passe avec notre régime, parce que en ce qui concerne la santé publique et les fonctions du Conseil, tout ce qui règle les fonctions du marché d'aliments, je ne sais pas exactement quelle réponse te donner, mais il faut continuer à négocier les sujets des impôts, parce que pour les gouvernements locaux qui doivent fournir des ressources, des services, et la manière avec laquelle le gouvernement ou la manière dans laquelle interviennent les gouvernements pour la maîtrise de ces ressources
bien sûr, les transactions mobiles. Dans ce sens, bon, j'espère. C'est que ma réponse n'est pas très complète, mais j'espère t'avoir aidé. Plusieurs fois, les réponses sont comme ça, sont de la sorte. Bon, heureusement, on n'a pas toutes les réponses. Mais je veux aussi te poser une autre question parce qu'elle s'adresse directement à toi. Peut-être tu peux la répondre et après on continue. C'est en anglais. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la lire. Il s'agit du taux d'impôt typique dans les transactions mobiles. Et comment on peut utiliser les ressources des consommateurs dans la génération de ces dettes. Cela peut se comparer avec les banques commerciales qui travaillent aussi avec ces transactions et qui ont des intérêts de 12-13% annuels. Ce n'est pas facile maintenant de voir par la convenance de voir quel est le volume de ces transactions. Mais il y a des manières à encourager les consommateurs à travailler comme ça. Parce que parfois, les mêmes consommateurs peuvent ne pas voir quel est le coût annuel de ces emprunts. Mais annuellement, tous les ans, peut-être, ça devient un montant assez élevé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que les consommateurs n'acquièrent pas d'emprunts excessifs? Une des manières, c'est que l'emprunteur doit utiliser le bureau de crédit pour pouvoir faire les bonnes questions, pour pouvoir exclure et classer les clients. Parce que ce qu'on voit aussi, si on voit les éléments du bureau de crédit, plus de 90% des transactions qui sont utilisées pour des transactions mobiles sont utilisées pour des très petits montants. Alors, on travaille sur ces sujets. Bon, merci. Maintenant, nous allons avancer à un nouveau pays. Et nous allons dans un autre de ces pays qui est très cher aussi pour moi, dans un pays du continent américain. Un pays qui vient d'avoir des élections et qui va nous apprendre quelques exemples, des exemples très intéressants de barrages, comme on parlait tout à l'heure. Sans rien d'autre à ajouter, Javier, tu as la parole. Merci beaucoup. Grâce à l'invitation pour partager un peu de l'expérience de l'Équateur. D'accord. Pour optimiser le temps, je vais commencer en disant que le développement de l'économie sociale et solidaire dans mon pays n'est pas très ordonné, on peut dire, parce qu'il y avait beaucoup de lois. Une loi de coopérative, des lois qui impulsaient des sociétés. Donc, selon le ministère, l'activité avait besoin d'un peu d'institutions. Celles les plus importantes étaient les coopératives d'épargne et crédit, ou essayer d'incorporer à la surintendance des banques en étant des institutions financières, surtout les plus importantes. Mais en 2008, avec la nouvelle constitution de la République, on définit un peu plus le système économique de l'Équateur, social et solidaire. C'est l'un des principaux changements. Et dans cela a commencé la définition de l'économie populaire et solidaire pour tout ce secteur.
d'organisation des personnes. Même dans le secteur financier, on distingue le secteur privé, le secteur public, le secteur populaire. Où étaient toutes ces coopératives? À partir de l'année 2008, avec la nouvelle constitution et ces nouveaux concepts, en 2011, on crée une nouvelle loi, la loi organique de l'économie populaire et solidaire, où on définissait plus les types d'institutions, leur organisation, et on crée des institutionnalités, des nouvelles institutionnalités pour les regrouper sous ce nouveau concept de modèle économique alternatif et son orientation. Une certaine tendance d'économie populaire et solidaire est créée pour le registre des institutions. Et là, nous avons vu la première surprise. Lors d'un recensus, il résulte qu'en Équateur, il existe plus de 1100 coopératives d'épargne et de crédit, plus de 14 000 institutions entre associations et coopératives de production, des organisations communautaires. Alors, c'était une grande surprise d'un côté parce que dans un petit pays de 17 millions d'habitants, il y avait une grande diversité. On a découvert un peu cette grande institutionnalité, mais tout ça, c'est venu après le défi. Comment l'impulser, comment la traiter? D'un côté, la surintendance consacrée à la surveillance et un sujet d'économie populaire et solidaire pour impulser le fonctionnement des institutions. Et d'un autre côté, on crée la Corporation des finances nationales populaires. La CONAFIP, c'est une organisation de deuxième étage pour le financement du secteur. Un secteur de l'économie populaire et solidaire, mais celui de l'économie sociale et solidaire, où d'un côté, on classifie un secteur réel des organisations productives, ceux qui fournissent des services, ceux qui commercialisent. D'un autre côté, celles qui font partie du système financier. Ces dernières sont très fortes ici en Équateur, représentent près de 25% du système financier total du pays et environ la troisième partie de ce qui est du secteur financier privé, c'est-à-dire les banques. Ce qui se passe, c'est que pendant les dernières années, sur lesquelles on a des statistiques, les coopératives d'épargne et de crédit croissent plus que le secteur bancaire. C'est une grande question, surtout pour les banques, des institutions très fortes qui investissent beaucoup en publicité, qui ont toutes les technologies. Maintenant, la numérisation, donc il y a une dispersion des coopératives, des 1100 qu'on avait à l'origine. Maintenant, il y a 1525 après une période de consolidation, mais annuellement, ils croissent beaucoup plus que les banques. On pourrait dire que tout cela préoccupe parce que dans un modèle où la logique dit que devrait être orienté vers la concentration dans des grandes institutions, on voit cette concentration, mais il y a aussi un modèle alternatif aussi et des logiques que les coopératives peuvent emprunter à des taux beaucoup plus inférieurs aux taux et payer avec des taux beaucoup plus supérieurs à ceux des banques. Donc cela, l'idée est concentrée dans les corporations nationales des finances populaires. Cette institution de deuxième étage de l'État, c'est une espèce hybride parce que il est réglé également par la loi de l'économie populaire et solidaire qui lui donne sa raison d'être et l'action. C'est de donner un crédit aux organisations du secteur populaire et solidaire. En général, elles travaillent par des coopératives d'épargne et de crédit, mais aussi de pouvoir créer d'autres types d'instruments financiers, comme les fonds de garantie, pour les organisations qui ne peuvent pas respecter les exigences de garantie
ou aussi pour garantir aux coopératives qu'elles puissent avoir accès à des ressources plus importantes que celui du 10e étage, mais aussi pour les institutions de l'économie populaire et solidaire qui ne peuvent pas fournir, par exemple, donner des garanties à l'État pour des contrats publics. Donc, elles peuvent avoir recours à la CONAFIP, qui est un fonds de garantie, et en même temps, pour des coopératives plus petites, qu'avec tout ceci, avec les normes des risques qui régissent l'institution financière, d'habitude ne sont pas qualifiées comme des institutions optimales d'épargne. Donc, on leur donne une garantie additionnelle. Oui, votre argent sera sûr dans notre coopérative. Toute institution financière a une qualification de risque, donc les surintendances demande est-ce que vous investissez dans des institutions qui ont des qualifications, de bonnes qualifications. Donc, il y a des coopératives qui ne sont pas AAA, mais je leur donne une garantie additionnelle. Et la CONAFIP travaille pour gérer d'autres types de fonds et en renforçant le secteur pour toutes ces coopératives qui n'ont pas toutes les exigences pour avoir accès à un crédit. On leur dit, ne vous en faites pas, nous allons vous renforcer parce qu'à un moment donné, vous puissiez avoir accès à ce crédit. Donc, jusque-là, cette première intervention, c'est ma première intervention. S'il y a des questions, oui, avec plaisir. Il y en a évidemment, parce que toutes les interventions sont intéressantes. Mais ceci a suggéré une question de la part de notre Anne Morin, qui est en ligne avec quelque chose qu'on voit déjà. Javier l'a questionné. Comment systématiser ces expériences et comment garantir une coopération pour que d'autres pays apprennent des bonnes expériences, par exemple de l'Équateur? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs efforts de systématisation qui se produisent au niveau pays. Il y a beaucoup de réflexions à ce sujet et surtout pour voir ce qui était bien fait ou ce qui était mal fait, parce que je vous disais que de 1100 coopératives, il y en a 525 maintenant. Donc, on peut identifier que même s'il y a un manque de régulation, ça n'a pas toujours été des institutions qui ont respecté les standards. Mais comme modèle, je pense que c'est bien parce que surtout pour une partie de la population économiquement active qui n'est pas employée par les secteurs privés, ce qui engendre le plus de travail. Et il y a d'autres facteurs, d'autres informations que l'on peut croiser. Sur des rapports au niveau d'Amérique latine, on voit que l'Équateur est un des pays où il y a le plus des entrepreneurs. Et pourquoi il y a ça? Moi, je dirais parce qu'il y a beaucoup de coopératives qui financent ces micro-entreprises. Alors, ce sont des éléments qui peuvent être croisés quand on parle de développement rural et pourquoi les banques n'augmentent pas. Et c'est peut-être parce que cela se fait dans la population des campagnes où il n'y a pas, et ils ne sont pas inclus financièrement, ils ne travaillent pas avec les banques. Et mes collègues me critiquent si je parle des banques, mais ils diraient plutôt coopérativiser. Mais bon, avec d'autres organisations, nous essayons de systématiser et de partager cette coopération. Alors, nous sommes dans ce chemin. On fait un peu de publicité. Le cas que Xavier présente fait partie d'un document qui a été publié par l'OIT sur les mécanismes financiers et écosystèmes innovants d'économie sociale et solidaire. Et on peut y accéder depuis la page de l'OIT. On va mettre les liens, si vous voulez, sur le chat et on parle d'un autre cas le plus spécifique. Et par rapport
À ce qu'Anne demandait, mon expérience, je peux dire qu'elle est très bonne parce que dans ce travail dont je vous parlais tout à l'heure, en Afrique du Nord, nous avons introduit des bonnes pratiques qui viennent du Sud et c'est un cas qui a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'éléments de ce contexte qui sont vus comme partagés. Ce n'est pas facile de mettre comme exemple un cas d'un pays riche ou d'une zone riche comme le nord de l'Italie ou du Royaume-Uni. Et ce sont les exemples que l'on met à plusieurs reprises. Mais si on met un exemple de l'Équateur, ou qui a une situation d'informalité, etc., ou bon, disons, dans un autre contexte, il est reçu avec un grand intérêt et les possibilités d'apprentissage sont augmentées. Alors, il y a une série de questions qui sont restées sans réponse, mais j'avais dit aux expositeurs qu'ils avaient une deuxième intervention. Je ne veux pas le faire, mais nous allons commencer avec cette nouvelle ronde, cette nouvelle partie des questions. Et nous commençons avec Geneviève. Quelque chose à ajouter? Merci, Samuel. Bonjour. Je voulais peut-être prendre cette partie pour aller un peu plus dans l'investissement, ce que nous faisons comme type d'investissement. D'abord, dire qu'avant d'investir dans toute entreprise, nous faisons un diagnostic de performance globale. Donc, nous regardons comment cette entreprise se compare en matière de pratiques environnementales, sociales, de gouvernance, comment elle se compare avec les autres. Ça nous permet de nous assurer qu'on respecte certains seuils de performance. Donc, si on travaille avec une entreprise dans le secteur forestier, il faut que ce soit des forêts qui sont régénérées, etc. Bon, ces préoccupations-là. Et aussi de cibler des améliorations possibles pendant la durée de l'investissement. Nous avons développé, nous utilisons une stratégie de finances durables, donc on privilégie les entreprises, les fonds ou les projets qui ont des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs. Quand Fonds d'Action a été créé en 1996, l'objectif était d'en faire un fonds de développement durable. Et à l'époque, développement durable, ça voulait surtout dire éviter de financer des pollueurs, éviter de financer des mauvais employeurs, des mauvais citoyens corporatifs. On a rapidement trouvé que c'était insuffisant et on a voulu prendre en compte l'ensemble des retombées des entreprises puis s'assurer que quand on fait un investissement, et l'impact de cet investissement-là, quand on prend le total de ce qui se passe en termes environnemental, social, tout ça, et économique, c'est positif pour la société. Ça a été important comme développement, puis ça nous a permis de se mettre à travailler sur certaines problématiques et des enjeux. Mais maintenant, on est en train de pousser ça un peu plus loin, c'est-à-dire comme une fois qu'on sait quels impacts sont positifs, on peut se dire, bien, je veux les rechercher spécifiquement. On a commencé ça avec la lutte au changement climatique, où on a dit, si je veux travailler, contribuer à financer les projets qui sont les plus utiles pour la lutte au changement climatique, dans quel secteur sont-ils? Quelles sont ces entreprises? Et là, on allait voir des entreprises qui n'avaient pas besoin d'argent, qui n'en demandaient pas. Puis on leur disait, bien, ce que vous faites, c'est intéressant, on aimerait ça le déployer davantage, on aimerait ça le déployer autrement. Et de plus en plus, donc, on va chercher des impacts et on mesure nos impacts. On a 3 grands thèmes d'investissement qu'on privilégie en ce moment. Donc, cette lutte au changement climatique, l'agroalimentaire durable et villes et communautés durables. L'autre approche qu'on a, c'est dans tout ça, c'est toujours avec des projets, des fonds, des entreprises qui existent. Mais on travaille aussi beaucoup à créer des choses qui sont nécessaires. J'ai parlé de la fiducie du chantier de l'économie sociale, qui est un montage de ce qu'on appelle de la blended finance avec les gouvernements et des fonds. Mais on a également créé, par exemple, une fiducie pour
devenir propriétaire de terres agricoles. Pour éviter la spéculation des terres agricoles, on a voulu s'assurer qu'une fiducie qui ne pourra jamais les vendre en devienne propriétaire. On a créé aussi, mis en place un programme pour favoriser le logement abordable. Souvent, le logement abordable, les gens peuvent acheter une première maison, mais ensuite, l'acheteur suivant, lui, doit payer le prix du marché et on recommence toujours. Avec la Fédération des coopératives d'habitation du Québec, on a travaillé un programme qui permet qu'il y ait une partie de la propriété qui demeure collective et qui demeure à bas prix. Et donc, éventuellement, que l'économie de 25-30 % qui est faite à l'origine demeure à travers les différents acheteurs. On a mis en place un programme pour l'efficacité énergétique en collaboration avec le gouvernement du Québec pour venir réduire un peu le niveau de risque et permettre une expansion plus rapide auprès des entreprises. Donc, on prend des impacts, des solutions, on se dit, voici l'objectif, ce qui devrait exister, ce qui a besoin d'être financé. Et on réfléchit à comment le rendre finançable en travaillant sur la relation entre le rendement et le risque et en allant au besoin voir des acteurs du milieu pour assumer une partie du risque. Merci, gracias. Veo que Roberto muy bien ha puesto el enlace al Collective Brain. Merci, je vois que Roberto, il a ajouté le lien où vous pouvez trouver des informations très importantes déjà systématisées. Donc, vous pouvez le trouver dans le chat. Il y avait une question. Je trouve que Geneviève pourrait bien répondre. Je vais essayer de la traduire vers le français. Est-ce qu'il y a un C'est type une question très intéressante. d'investissement, de financement qui rend possible l'assumption des risques initiaux de l'activité économique innovatrice dès le début? Parce que généralement, ce risque initial n'est pas couvert par des fonds solidaires. Donc, il s'agit des projets d'incubation. Si vous avez des expériences ou vous connaissez des expériences dans ce sens, des projets d'incubation, des projets d'innovation dans l'économie sociale et solidaire. Geneviève, on ne vous entend pas. Vous êtes muted. Comment on dit ça? Oui, donc on voit des acteurs qui se mettent ensemble. Nous, les entreprises d'économie sociale solidaire peuvent avoir du financement de démarrage, d'amorçage, notamment par le biais de la fiducie du chantier ou par le biais de Filaction. Donc, c'est une des... Fait que le risque initial de démarrage peut être pris. On a travaillé, par exemple, à mettre en place une coopérative solidaire de solidarité pour reprendre des journaux régionaux et s'assurer comme ça de maintenir l'information dans les régions. Et il y a eu un travail de fait pour aller chercher l'argent aller chercher un fonds qui permettra d'assumer une partie des risques auprès des communautés. Donc, avec la collaboration de la coopérative, mais aussi du gouvernement du Québec qui s'est engagé à faire un certain match donc entre les sommes recueillies. Il existe des formes de financement. Je parlais tantôt du projet avec la Fédération des coopératives d'habitation du Québec. C'est une initiative, c'est une innovation parce que c'est quelque chose où on voyait le problème et on a travaillé. Ça a pris 2 ans à arriver
à la bonne formule, puis à arriver à réunir les bons acteurs autour de la table pour réussir à en faire un succès. Alors, ça prend, je dirais, des organismes, notamment comme Fonds d'Action, qui sont capables d'avoir une certaine patience, qui ont une certaine taille, qui peut absorber des risques et donc de permettre ce type de financement-là. Merci, Geneviève. Yo me gustaría añadir que los procesos de incubación de emprendimientos innovadores son muy interesantes. J'aimerais dire que les processus de tous ces projets, il y en a de plus en plus de projets d'incubation publique et privée. Je pense par exemple à Tunisie ou l'école d'économie sociale et solidaire en Andalousie, qui joue un rôle important dans les deal flow, comme je disais tout à l'heure. Les investisseurs n'ont pas la capacité de trouver où investir les meilleures affaires et ils jouent un rôle. Là, je parlais avant des barrages. Là, ce serait non pas seulement le barrage, mais les canaux, construire une espèce de fleuve, qui unit un fleuve avec un autre. Et là, les incubateurs jouent un rôle, les publics et les privés. Ce serait nécessaire qu'ils soient des acteurs d'économie sociale et solidaire. L'expérience nous montre qu'il ne suffit pas de connaître le métier, son propre métier, être un bon incubateur ou être un bon banquier ou un bon financiateur, mais il est important aussi d'être imbibé des principes et valeurs, non seulement pour une question éthique, mais aussi pour une question de compréhension de l'objet auquel on se consacre ou du sujet avec lequel on parle. L'expérience nous montre que nous avons présenté un projet d'un fonds européen qui avait donné de l'argent dans une banque en Italie pour le donner dans des entreprises sociales et une partie de ces fonds l'a pris la Banque populaire éthique qui faisait partie de l'économie sociale et solidaire et ça a été exécuté en sa totalité. Donc, cela ne se fait pas par une défense, mais on le fait par des raisons d'efficacité. Et je passe la parole à M. Daniel Suarez pour faire sa dernière partie. Merci beaucoup, Samuel. Je vais mettre en relief un collègue de la table et je vais essayer de répondre à l'une des questions du chat dans ma deuxième intervention qui est en ligne avec quelques questions du rôle des universités, des secteurs. Marie-Bélina a demandé spécifiquement quel est le rôle de l'université dans l'éducation financière. Je pense que c'est une très bonne question. Lui dire que à Cordoba, la province de Cordoba a des propositions. Comme université dernière, la ville de Villamalé, nous avons fait une formation ensemble avec la ville de Villamalé au FONCAP, une association gouvernementale, et la banque Crédit Coop, une banque coopérative de l'Argentine. Ils ont mené une formation pour les entrepreneurs de la région. Sans doute, pour répondre à la question de Marie-Bélène, nous faisons des actions ponctuelles. À chaque faute, faire une transversalisation du problème. Il faut atteindre une éducation financière qui commence au lycée et que l'université le reprenne comme un aspect de réflexion. Je pense qu'il y a des actions ponctuelles. Une bonne nouvelle, c'est que ça se trouve dans l'agenda. Une nouvelle n'est pas très bonne, c'est que ce sont des actions ponctuelles et pas quelque chose de général. Et l'autre, j'avais dit qu'il y avait 3 éléments que nous devions considérer: la trajectoire productive, l'articulation des acteurs et la logique du patron caché. Je pense que Didier a mis dans l'agenda un autre point que nous commençons à travailler, qui
qui est la production et la circulation des données, le monde de la production et circulation des données, spécifiquement le crédit dans l'ère numérique. C'est un point fondamental pour continuer à y réfléchir parce que là, il y a un ajout de valeur en termes de production et circulation de données, qui produit la donnée, qui conserve la donnée et les comportements, mais aussi il peut y avoir, il faut l'observer parce qu'il peut y avoir une logique du patron caché là-dedans qu'au lieu d'apporter au secteur peut faire au secteur se trouver dans une situation d'appropriation d'une valeur génératrice. Mais je trouve que c'est un sujet que nous ne pouvons pas laisser de côté et il doit se trouver dans notre agenda. Donc je remercie Militi qui l'a rendu central. J'aime bien que tu traites ces sujets parce que l'un des éléments centraux importants dans le développement économique sont précisément l'économie numérique, la centralité des données. Dans l'économie actuelle, je vous raconte de petites anecdotes pendant que nous passons à l'orateur suivant. Quand je travaillais avec le gouvernement de l'Afrique du Sud pour le Green Paper de l'économie sociale de ce pays, il m'insistait depuis le ministère que nous devions établir une référence à quelque chose comme Alibaba ou Amazon, que nous n'avions pas non plus d'entreprises comme Alibaba et Amazon, qui pour lui étaient basées sur des éléments technologiques, un caractère technologique. Eh bien, le problème n'est pas l'élément technologique. Le problème, c'est qu'il y a une concurrence dans une inégalité des conditions parce que les rondes des financements que fait Amazon ou Alibaba sont tellement incroyablement énormes, précisément parce que ils vont pouvoir avoir une position de monopole et cette position va pouvoir leur donner les intérêts qu'ils cherchent. Oui, une intervention d'économie sociale et solidaire, tout d'abord, ne va pas céder à avoir accès à cette table et deuxièmement, elle ne peut pas rendre ce type d'intérêt à ses investisseurs et finalement, elle ne peut pas se comporter de manière monopolique avec des problèmes d'évasion fiscale qui sont la base du modèle de ces dites nouvelles économies. Là, il y a un sujet intéressant. Il faut aussi dire qu'au Québec, il y a une organisation qui aborde la propriété des données depuis la perspective de l'économie sociale et solidaire. TS, c'est un organisme de transfert des connaissances. Et heureusement, nous avons des acteurs qui abordent ces problématiques depuis l'économie sociale et solidaire. Maintenant, nous repassons voir s'il veut faire une intervention. Notre collègue du Kenya. Mais Cindy du du Kenya, parce que je pense que la plupart des questions que nous avons traitées, au cas où vous sentirez que vous avez quelque chose d'autre à dire, ou vous pouvez le ponctualiser. Sinon, nous pouvons passer à Javier. Si personne d'autre ne veut pas faire des commentaires, Javier, donc... Merci. Si on regarde les questions, je voudrais emphasiser sur deux sujets. Il me paraît intéressant qu'il y ait des questions sur ces cycles d'épargne, comment maintenir l'épargne dans les localités. Je dirais que Kenya, Équateur, les modèles coopératifs a réussi à faire cela parce que quand on analyse comment sont les coopératives, c'est d'épargne. Il n'y a pas un financement international comme d'autres.
Econafip a pu être une ligne de financement parce que les ressources locales ne suffisent pas pour la demande de crédit. Et comme je vous disais, au niveau des taux d'intérêt, les coopératives ne sont pas très compétitives. Équateur est un pays dollarisé qui a le dollar et une coopérative peut payer 9% annuel pour un transfert, pour un virement. Donc, les dernières années, nous avons eu une inflation de 0 ou 0,4%. Donc, pour une personne économiser dans une coopérative en dollars sans avoir de l'inflation, c'est assez bon. Donc, c'est pourquoi les coopératives ont réussi à s'agrandir et ont pu faire circuler l'argent dans les localités. Un autre point aussi sur la CONAFIP, cette organisation créée pour être, c'est une organisation de l'État et un des facteurs de succès qu'il y a eu et qui a pu développer d'autres produits comme les fonds de garantie ou les soutiens au renforcement des institutions, c'est parce qu'elle est autonome, elle a une autonomie, elle est autofinancée avec ses propres ressources. L'État lui a donné une subvention initiale de plusieurs fonds, de microcrédits, aide au microcrédit, etc. Et il a tout réuni et on a créé cette institution. Et il y a eu une bonne conduite, il n'y a pas de morosité et il peut autofinancer les fonds de garantie, autofinancer l'aide aux grandes institutions sans demander de l'argent à l'État. Et ça a été bien vu. Les dernières années d'organismes multilatéraux donnent un financement complémentaire sur la base de son bon travail. Même si c'est une institution publique, elle maintient une autonomie parce qu'elle a bien fonctionné. C'est la base de tout cela, parce qu'elle fonctionne assez bien avec sa diversité de produits et elle répond, elle donne des réponses au secteur. C'est une institution qui a la garantie des coopératives, de l'économie populaire et solidaire. Et sur cette base, elle a été une image pour le gouvernement très positive. En Équateur, le gouvernement est en train de changer. C'est un peu plus conservateur maintenant. Et comme on voit bien ces secteurs, et cela a été une très bonne initiative avec tout ce qui s'est passé, ils vont continuer à encourager son action et cela est positif pour avoir le développement du modèle. C'est tout de ma part. Merci. Merci, Javier. Nous avons 5 minutes et nous allons être gentils. Nous avons terminé dans le temps. Alors, je ne vois aucune autre question ou une référence à quelque chose qui soit resté. Je demanderai aux expositeurs de laisser une réflexion, un mode de recommandation globale ou une note spécifique sur un sujet ou sur un argument ou même une question. Et on commence par Montréal, par le Québec, Geneviève. Dans toute cette réflexion sur comment doter l'économie sociale et solidaire de moyens à la hauteur de ses capacités et des besoins et de l'innovation, je dirais qu'un des facteurs très, très importants, qui n'a pas été assez, qui a été souligné par d'autres, mais c'est cette véritable notion d'écosystème, c'est cette notion qu'il y a plusieurs acteurs. Le gouvernement en est un, les syndicats en sont un, le fonds d'investissement, les associations de coopératives, etc. Et il est important d'utiliser chacun de ces véhicules-là en fonction de sa propre nature, mais d'utiliser le fait que les natures sont différentes pour créer la combinaison qui convient à notre projet. Donc, je pense que le financement mixte est vraiment la voie de l'avenir et c'est
c'est sur ça que je souhaitais vous laisser. Merci pour ce matin. Merci, Geneviève. Gracias. Bien, ahora, Gabriel, si nos quieres dar una última reflexión. Gabriel, si tu veux faire une dernière réflexion, s'il te plaît. Una última reflexión para ir cerrando. Gabriel, est-ce que tu m'entends? Une dernière réflexion pour fermer. Ah, je n'entendais pas, désolé. Je pense que une idée forte à la fin, le grand défi dans les territoires, c'est la construction d'intelligence collective. C'est là, en construisant de l'intelligence collective, il est possible de commencer à penser des écosystèmes financiers plus solides, la production locale plus durable. Là, nous avons un défi très intéressant. Et merci beaucoup de l'invitation, de la participation et aux collègues pour nous informer d'une très bonne manière. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Indilito est encore là. Il semble qu'il y a un problème. Quelqu'un veut apporter une idée, une intervention? Oui, je dirais qu'il est très important d'approfondir dans les connaissances des écosystèmes parce qu'il dépend beaucoup des circonstances de son développement, du contexte du pays, des situations, mais il est nécessaire d'approfondir davantage et de comprendre son fonctionnement parce qu'ils sont très divers, très hétérogènes, mais dans ça se base le besoin périodique des gens, du besoin de construire des modèles alternatifs. Si nous connaissons ça, nous aurons peut-être la réponse aux besoins des États, des territoires, et d'une manière positive pouvoir proposer, nous orienter vers un modèle beaucoup plus organisé avec différents acteurs, l'État, le reste du secteur, pour construire et développer. Et partager des expériences est très positif parce que nous pouvons apprendre non seulement de la partie positive, mais aussi de la partie positive et nous allons construire peu à peu cette connaissance pour nous développer. Ça, c'est tout. Merci beaucoup, Javier. Je voudrais finir en remerciant pour ces zones très intéressantes. Les interventions ont été très intéressantes. Moi, en guise d'idée, je vais insister sur, la construction des réseaux, le perçage de ces barrages artisanaux, quand ça c'est possible, mais les construire grands, importants, avec des grands acteurs privés. Et pour revenir à la métaphore, à l'origine, une métaphore complexe, simplifions, mais rendons plus complexe. Ensuite, il est important de faire les deux processus. Et nous avons l'avantage que quand nous parlons de nos choses, ce sont des choses très intéressantes. Elles génèrent de l'enthousiasme. Donc, profitons-en. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et je pense que nous finissons juste à temps. Merci surtout aux orateurs qui ont fait un travail magnifique. Et ils sont restés avec nous. Merci beaucoup. Jusqu'à la prochaine. Au revoir. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu veux dire avant de partir? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ah, au revoir. Au revoir.